Mes chers camarades, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le département du Loir-et-Cher, où se trouve le célèbre château de Chambord qui fête ses 500 ans. Mais dans le coin, il y a tout un tas d'autres lieux super à découvrir et pas très connus. Et aujourd'hui, je vous emmène visiter un lieu qui, je suis sûr, va vraiment vous plaire. Une des commanderies templières les mieux conservées de France, la commanderie d'Arville. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'historienne Régine Pernoud, la grande prêtresse de l'histoire. Alors on s'incline, s'il vous plaît. Allez, on va aller faire un petit tour, mais avant ça, on va revoir nos bases sur les Templiers. Après la première croisade et la prise de Jérusalem, la situation est loin d'être sécurisée en Orient. Les pèlerins sont toujours inquiétés par les reines musulmans. C'est pourquoi deux chevaliers, Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer, avec 7 autres camarades, décident de prendre les choses en main en organisant la défense de ces cortèges de pèlerins. Ce petit rassemblement de guerriers dévoués obéit à des règles simples mais strictes de conduite. Pauvreté, chasteté, obéissance. Ils sont appelés les pauvres chevaliers du Christ. Mais Hugues de Pin veut développer son projet et parvient à convaincre le pape Honorius II de reconnaître son ordre. En 1129, lors du concile de Troyes, spécialement convoqué pour l'occasion, les évêques approuvent la création de l'ordre du Temple. Parmi les religieux présents, un certain Bernard de Clairvaux, un moine qui deviendra l'un des plus connus et influents de l'époque et qui a largement contribué au succès et à la reconnaissance des Templiers. La commanderie d'Arville voit le jour en 1130, à la suite du concile de Troyes. Elle fait partie d'un réseau de commanderies construites pour mailler tout le territoire et faire rayonner la puissance des Templiers. En tout, c'est près de 1200 commanderies qui sont construites en France, 40 en Angleterre, 34 en Espagne. Ce sont principalement des exploitations agricoles, comme ici, qui ont pour objectif d'accueillir les Templiers, de les former, de les nourrir ou de les accueillir en retraite. Accessoirement, elles génèrent aussi des revenus pour financer les expéditions en Orient et font souvent office de paroisse. Ici, à Arville, le domaine s'étend à sa création sur près de 1000 hectares de terre, comprenant des forêts et des terres cultivables pour la production agricole. Si l'élevage de vaches et de porcs y ont donc sa place, ainsi que celui des moutons pour la laine, ce qui fait la réputation d'Arville, ce sont peut-être ses écuries. En effet, la commanderie en possède d'importantes et son emplacement aux portes du Perche laisse supposer à un élevage de percherons, des énormes chevaux qui servent pour la guerre et pour l'agriculture. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de faire de l'élevage, mais comment ils se financent? Eh bien, c'est relativement simple. Les commanderies vivent également, en plus de leurs activités déjà évoquées, des nombreuses donations qu'ils reçoivent afin d'assurer leur mission de protection des routes de pèlerinage vers Jérusalem et les États latins. Quand tu finances l'église, il y a quand même moins de chances que tu ailles en enfer, c'est pratique. Et il en fallait des sous, parce que chaque commanderie était censée envoyer un tiers de ses revenus à l'ordre pour financer les opérations en Orient. Une somme difficilement envisageable dans la pratique pour la plupart des historiens. Cependant, si l'ordre est relativement modeste au départ, il prend de plus en plus d'importance, et sa puissance économique ne cesse de susciter des jalousies et de provoquer des situations cocasses ou tendues. Petite anecdote pour l'exemple, le roi met en place une taxe sur les fours, la taxe de banalité. Cette taxe, elle sert à faire rentrer de l'argent dans les caisses des seigneurs, mais pas que. Elle est aussi en vigueur pour des raisons de sécurité, car tout le monde construisait des fours dans les maisons, et quand un four s'use et s'effondre dans une maison qui est faite en chaux par exemple, elle prend feu. Et à cette époque, les maisons étant collées, ça peut provoquer de très grands incendies. Seuls les seigneurs peuvent donc avoir un four. Geoffroy IV, le seigneur de Mondoubleau, un petit village pas loin d'ici, donne le droit aux Templiers d'Arville de bénéficier de cette taxe à sa place. C'est son don à lui. Mais rapidement, Geoffroy remarque que la taxe se rapporte beaucoup, mais alors beaucoup plus que ce qu'il imaginait. Il tente donc de se raviser et s'ensuit un conflit entre le commandant d'Arville et le seigneur de Mondoubleau. L'abbé du coin, délégué par le pape, décide d'excommunier Geoffroy IV pour son insistance à récupérer sa taxe. La décision est confirmée dans la foulée par le pape lui-même. Les Templiers ne sont pas rancuniers et n'exigent pas du comte qu'il paye l'entièreté de son amende. Cette petite histoire drôle nous renseigne sur un truc. Le pouvoir des Templiers est tel que les seigneurs de la région ne peuvent rien devant lui. Les gars sont quand même au service du pape et de l'église, donc rien ne va au-dessus de ça. Bon, la contrepartie, c'est que pendant quelques temps, les donations se font un peu plus rares. Mais on imagine que les Templiers avaient de quoi voir venir. Pour l'anecdote, dans l'anecdote, on peut supposer que le four que l'on voit aujourd'hui dans la commanderie a sûrement été déplacé. Et il est plus probable qu'il était à l'entrée de la commanderie pour que les gens n'aient pas à entrer dans le domaine pour faire cuire leur pain. Ce qui semble assez logique. De façon globale, la commanderie telle qu'elle est aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à celle qu'elle était à sa création au XIIe siècle. Et pour cause,
La plupart des bâtiments d'origine ont été retouchés au cours des siècles ou ont disparu, comme le logis. Alors je ne vais pas revenir sur la fin des Templiers, car très bientôt sur la chaîne, un épisode entier y sera consacré, et vous pourrez le retrouver en description. Un petit peu de patience. Quoi qu'il en soit, les membres de l'ordre du Temple sont arrêtés le vendredi 13 octobre 1307 et les commanderies, comme celle d'Arville, passent sous la responsabilité de l'ordre des Hospitaliers jusqu'à la Révolution française, quand ils seront eux-mêmes mis à la porte. L'ordre des Hospitaliers, c'est un autre ordre de moines soldats qui a été créé un peu avant les Templiers et qui, grosso modo, fait la même chose. Alors il y a plusieurs ordres hospitaliers, mais ici on parle plus particulièrement de l'ordre de Malte. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'était eux qui étaient en charge des hôpitaux qui soignaient les croisés et qu'ils ont également pu échapper au roi. Les hospitaliers prennent soin de la commanderie, mais les bâtiments se font vieillissants, il faut donc les moderniser. L'ordre transforme certains édifices comme la grange que l'on voit toujours aujourd'hui et qui date du XVIe siècle. D'autres bâtisses comme le pigeonnier, très bien conservé, ou les écuries actuelles, ne sont malheureusement pas datées. Le seul monument dans le jus sur le site reste l'église romane du XIIe siècle. Le bâtiment est sobre, à l'image des églises cisterciennes dont Bernard de Clairvaux, dont nous avons parlé tout à l'heure, est une figure importante. Le clocher de l'église est assez unique, car il est typique du sud-ouest de la France et il n'y en a aucun autre dans la région. Je suis pas expert en géographie, loin de là, moi je fais plutôt de l'histoire, mais le Loir-et-Cher, à ce qui me semble, c'est pas trop dans le sud-ouest. Si l'on n'a pas de traces du pourquoi, du comment, il existe une supposition qui me plaît bien mais qui ne repose sur aucune preuve. C'est le commandeur d'Arville qui aurait souhaité le faire construire ainsi. Soit parce qu'il venait de cette région, soit parce qu'au retour des croisades, il aurait pu apercevoir un tel clocher qu'il avait envie de faire reproduire ici. En tout cas, il ne s'agit pas d'une initiative d'un artisan local, sinon on en aurait retrouvé ailleurs dans le coin. Dans cette église cependant, tout n'est pas d'époque. Les peintures murales par exemple datent des Hospitaliers. L'autel de l'église, lui, est assez étonnant. Si on se place devant, rien de particulier, mais si on en fait le tour, on s'aperçoit qu'il est en fait fabriqué avec des matériaux de récupération et des caisses vides. Il s'agit d'une œuvre réalisée par un habitant du village au cours du XXe siècle, et faut le dire, c'est du bon taf. Et globalement, les habitants du coin n'ont pas attendu le XXe siècle pour réaménager le site. À l'entrée du domaine passait la rivière Couétron. Il y avait donc un pont-levis. Mais au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce pont-levis a été détruit et le cours du Couétron a été détourné par les agriculteurs qui ont repris le lieu par la suite. Ils ont également fait tomber le mur d'enceinte. D'ailleurs, sur le côté droit de l'entrée, on peut encore voir la marque du mur d'enceinte médiéval. D'après les écrits, le mur faisait de 5 à 6 mètres de hauteur. Or ici, on voit que la marque va bien moins haut. Alors on peut penser qu'une partie des écrits était un peu enjolivée, mais en fait pas du tout. Le niveau du sol était vraiment plus bas et on peut avoir une idée réelle de la hauteur des murs, ici près de l'entrée de l'église. Faut bien avoir conscience qu'au fur et à mesure des siècles, pour différentes raisons, la terre s'est accumulée et le niveau global de la terre s'est un peu élevé. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on fait des fouilles archéologiques, parfois il faut creuser plusieurs mètres avant de trouver des traces. Et dans plusieurs centaines d'années, il y a fort à parier qu'une partie des bâtiments actuels, ils seront aussi enfouis sous terre. Alors ici, à Arville, c'est pas l'explication première, parce que c'est surtout des fossés qui ont été comblés après la Révolution par des agriculteurs. Mais je trouvais que la digression était plutôt sympa à faire. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques ici à la commanderie d'Arville, car ce genre de projet demande beaucoup d'argent et de nombreux lieux de patrimoine, comme ici, n'ont pas les moyens d'entreprendre de tels chantiers. Alors qu'on en est sûr, il y a plein de choses à découvrir, et ça pourrait sûrement nous en apprendre un peu plus sur notre histoire. Mais bon, pour avoir des sous, il faut des visiteurs et c'est aussi l'objectif de ce genre de vidéos que je fais sur la chaîne pour promouvoir certains sites touristiques méconnus. Au-delà de l'attrait d'une histoire que l'on raconte moins, c'est aussi l'occasion pour vous tous de découvrir des lieux que l'on ne vous propose pas d'habitude, du patrimoine qui est souvent éclipsé par de grands monuments alors qu'il y a clairement un intérêt à les visiter puisque des équipes de passionnés travaillent pour vous en apprendre toujours plus autour de ces sujets d'histoire. Ici, à Arville, la commanderie a par exemple été transformée en centre d'interprétation. Alors pas de pièces historiques ici, mais plutôt un parcours qui permet de revenir sur les Templiers, de comprendre un peu comment fonctionnait l'ordre et le véritable rôle de ces moines soldats. Dans ce parcours, on peut par exemple y découvrir le port de Gênes, à partir duquel les nombreux bateaux partaient vers la Terre Sainte dès la première croisade. Si les marchands partent de leur propre chef, les Templiers incarnent alors la seule force de sécurité qui pourrait les protéger une fois sur les routes menant à Jérusalem. J'ai d'ailleurs appris ici que les premiers voyages en Terre Sainte duraient de 5 à 6 mois,
Un périple très compliqué et très fatigant, au bout duquel on avait de bonnes chances de choper une maladie. Grâce au port de Gênes qui assure la liaison avec Acre, les Templiers acquièrent quelques bateaux pour transporter les hommes et les biens. Mais toute proportion gardée, ces gros navires longs de 30 mètres et qui peuvent embarquer jusqu'à 1000 personnes ne sont pas nombreux. La traversée ne prendra en tout cas plus que 40 jours, un sacré gain de temps, même si le voyage n'est pas sans risque sur la mer entre les tempêtes et les navires ennemis. Comme vous l'avez compris, ici à la commanderie d'Arville, on a donc un parcours qui met en avant les Templiers mais aussi le Moyen-Âge en général, et c'est plutôt propice pour débunker quelques fausses idées sur cette période. Moi, vous savez que j'aime ça. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de venir ici. Merci au département du Loir-et-Cher pour avoir permis la production de cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode, s'ils sont venus me chercher, c'est tout d'abord pour mettre en avant des lieux de patrimoine pas très connus par rapport au château qu'on met tout le temps en avant. Moi je trouve ça très bien et je suis très heureux de me greffer à cette initiative. On compte sur vos likes, vos partages, vos commentaires et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut!